sur le podcast de Nama Akapele où le sujet de prédilection est la reconnexion au corps. Donc je suis Marion, une férue du bien-être, c'est-à-dire de continuer à accroître mes connaissances et obtenir des tips par des spécialistes du bien-être qui vont nous partager des outils magiques qui vont aussi nous accompagner dans notre cheminement, qui est donc la connexion au corps et à un bien-être profond. Donc si ce sujet-là t'intéresse, je t'invite à écouter le prochain épisode qui arrive de suite. Bonne écoute. Hello, tu es la bienvenue dans le 6e épisode qui va être dédié à la nutrition à travers la méthode ayurvédique. Donc l'ayurveda qui est une méthode qui vient d'Inde. On va pouvoir développer tout ça, cet outil magique avec Perrine Moret qui est spécialiste dans ce domaine et qui va nous partager toutes ses connaissances avec générosité. À tout de suite. Bonjour Perrine. Bonjour Marion. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, pour nous parler de l'Ayurveda, côté nutrition. Premier abord, comme ça, l'Ayurveda, c'est vrai que c'est un art de vivre en Inde qui se développe de plus en plus en Europe. C'est vrai qu'aussi l'alimentation, la nutrition est un sujet de plus en plus important. On sait qu'il y a évidemment une forte influence sur notre santé, mais aussi sur la sphère psycho-émotionnelle aussi. Donc je voulais creuser avec toi cet outil magique. Tu es spécialiste dans ce domaine. Et d'ailleurs, ça fait 8 ans que tu as choisi ce mode d'accompagnement, en tout cas cette technique, et tu as fait même un livre avec 350 recettes, donc on va pouvoir discuter de tout ça. Et si c'est OK pour toi, je te propose de te présenter. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler de l'Ayurveda. Dire un peu donc qui je suis et ma formation. Donc voilà, je suis Perrine Moret, praticienne en Ayurveda. Donc je suis spécialisée en nutrition ayurvédique et sur toutes les techniques corporelles, les massages en Ayurveda. Et j'ai fait en fait 2 années de formation en Ayurveda. En France. J'ai fait une première année auprès de Sandrine Bonneau à l'Institut français de yoga et Ayurveda. Donc là, c'était vraiment une année pour apprendre toute la théorie, la philosophie aussi de l'Ayurveda et toute la partie nutrition. Et j'ai fait une deuxième année en région parisienne où j'ai appris tous les massages, donc ce qu'on appelle en Ayurveda ce qui relève du Panchakarma. Donc voilà, c'est pas que des massages, c'est des techniques aussi corporelles. Et par la suite, j'ai assisté à un Vaidya, donc un médecin indien ayurvédique qui était dans le centre où j'ai appris les massages. Et voilà, je l'ai assisté pendant à peu près 2 ans. Donc ça a été une sorte de continuité d'apprentissage un peu plus maître-disciple. Voilà. Toi, est-ce que tu as pu observer une évolution sur toi? Est-ce que tu as des exemples à nous partager sur les effets que ça a eu dans ton quotidien et dans ta vie? Alors sur l'alimentation, bah déjà j'ai appris à me nourrir correctement. Moi dans ma famille, enfin voilà, désolée maman, ce n'était pas une très grande cuisinière. C'était un peu voilà, un filet de poulet et des haricots verts congelés quoi. Et j'étais pas très intéressée par la nourriture en fait plus jeune. Et je me nourrissais pas beaucoup. Enfin, c'était vraiment pas très important pour moi. Et quand j'ai commencé à couvrir un peu le bien-être, la santé naturelle, je me suis intéressée à l'alimentation. Et j'ai découvert que j'adorais cuisiner, enfin voilà, il y avait vraiment cette curiosité du toucher aussi, du rapport aux aliments et tout, que l'Ayurveda m'a vraiment aidé à développer aussi. Donc je pense que c'est déjà comprendre à quel point l'alimentation elle est importante pour la vie et pour sa propre vie. C'est ce que m'a apporté l'Ayurveda déjà. Et dans l'alimentation ayurvédique, c'est aussi vraiment, enfin, savoir ce qui me va en fait, savoir quoi manger, à quel moment, pour répondre à mes besoins et pas à mes désirs, et pour maintenir un équilibre intérieur. Du coup, il y a eu dans les bienfaits que j'ai ressentis, non seulement donc cette réconciliation aussi avec l'alimentation, en tout cas une considération de l'alimentation, une joie de manger, enfin vraiment, voilà, d'apprécier en pleine conscience et avec enfin, beaucoup de joie la nourriture et le temps du repas.
Et après, sur des bénéfices beaucoup plus concrets, moi, ça m'a aidé à réguler au niveau digestif. Tout ce qui est un peu constipation, ballonnement, ce genre de choses, ça m'a vachement aidé à réguler tout ça. Au niveau du cycle menstruel aussi, ça m'a vachement aidé à le réguler. Euh, et c'est principalement ça en fait. Après, moi, j'avais pas voilà, de base de gros soucis de santé. Mais c'est surtout ça en bienfait. Moins gonflé, plus d'énergie. Aussi, hein, dans les bienfaits, les bénéfices plus subtils, on va dire. C'est vraiment savoir quoi manger à quel moment en fonction de la saison, de mes émotions, pour remplir tous les besoins nécessaires pour soutenir, accompagner mon corps. Ça, c'est vraiment le bienfait principal que j'ai appris avec l'alimentation ayurvédique. Oui, c'est vrai que si on s'alimente bien tout de suite, on sent qu'on a beaucoup plus d'énergie pour faire d'autres choses qu'on aime faire aussi. Enfin, c'est tout de suite Mm. après, c'est un cercle vertueux. Ouais. Et est-ce que justement, il y a des règles, on va dire, de base à savoir sur l'ayurvédique? Moi, j'avais noté sûrement, enfin, manger toujours boire chaud, manger des plats savoureux, manger à des heures régulières, pas de grignotage, zéro, parce que sinon, justement, ça fait travailler le système digestif tout le temps. En fait, il faut trouver des moments pour lui permettre de se reposer et Mm. utiliser l'énergie pour travailler sur d'autres endroits du corps qui auraient besoin. Voilà, est-ce qu'il y a des règles là, comme ça, qui te viennent, que tu pourrais nous partager? Hmm, ouais. Oui, il y a certaines règles générales qui conviennent un peu à tout le monde. Après, l'Ayurveda, ça reste très personnalisé. Chaque personne va avoir des besoins différents, donc les règles vont être différentes pour les personnes, et même pour une même personne, on est en constante évolution, on est en constant mouvement et en constant déséquilibre, comme la nature. Et du coup, même ces règles-là varient en fait en fonction de l'année en cours, des saisons et aussi nous de notre évolution en termes d'âge. Sur les règles générales que je pourrais partager, effectivement, on va plutôt recommander de manger cuit plutôt que chaud, pardon, que cru. Donc plutôt cuit que cru. On n'est pas ultra fan du cru en Ayurveda. La digestion, en fait, est hyper centrale. Mieux on digère, mieux tout le système de notre corps fonctionne bien et donc plus on a de l'immunité et un bien-être général. Éviter d'être dans l'excès aussi. Je pense la règle générale principale en Ayurveda, c'est la modération. Au niveau tu disais, au niveau des heures régulières, oui, c'est important de manger à des heures régulières et de manger dans des créneaux horaires particuliers, c'est-à-dire de ne pas être trop décalé en fait en fonction du rythme de la nature, parce que la nature est bien faite, notre corps il est bien fait, et du coup il y a des créneaux horaires qui vont plus correspondre que d'autres. C'est oui, au niveau de la satiété, de la digestion, c'est de manger uniquement quand on a terminé de digérer le repas précédent. Donc ça ne veut pas dire que on interdit entre guillemets le grignotage ou en tout cas les encas. Ça, on peut tout à fait s'autoriser de manger des encas. Au contraire, il y a des personnes qui vont avoir besoin de manger plusieurs fois par jour au-delà des trois repas principaux. Mais ce qui est important vraiment à mettre en place, c'est voilà, de manger seulement quand on a terminé de digérer le repas précédent et pour le repas en lui-même, de s'arrêter avant de se sentir repu. Donc on dit qu'il y a voilà, de laisser un tiers de l'estomac vide pour, comme tu disais très bien, laisser en fait un peu d'espace, un peu d'énergie au corps pour qu'il fasse autre chose que uniquement digérer en permanence parce que sinon il serait épuisé et il pourrait pas faire autre chose que simplement digérer. Après, il y a plein de règles générales que je pourrais dire, mais voilà, c'est en fait d'être dans quelque chose de très qui relève beaucoup du bon sens. Je sais pas, là en ce moment il fait très chaud. Ben, on va pas manger des plats bouillants, par exemple, ou des plats super piquants ou acides, parce que il fait déjà chaud à l'extérieur
on va éviter de s'apporter encore plus de chaud. Mais ça, théoriquement, on le fait par soi-même. Quand il fait super chaud, on a plus envie de manger du concombre, de la pastèque, ce genre de choses. Et pareil en hiver, on va pas manger des grandes salades en hiver alors qu'il fait froid et qu'on a besoin plutôt du réconfort et d'être réchauffé, quoi. Petite question, c'était combien de temps en général on prend pour digérer un repas? Ça dépend. Ça dépend de notre état digestif. Il y a des personnes qui vont digérer en 2 heures. Il y a des personnes qui vont digérer en 6 heures. Donc ça dépend de notre métabolisme en fait. Il y a des métabolismes qui sont un peu lents et il y en a qui sont un peu rapides. Donc c'est d'apprendre à s'observer, à s'écouter pour savoir quand est-ce qu'on a terminé de digérer aussi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ma question encore, c'était quels sont les ressentis qu'on peut avoir dans notre corps, des signes qui peuvent nous faire dire que ça y est, c'est fini. Ouais. Alors ça peut être un peu subtil parce que ça relève beaucoup du ressenti, je trouve. Il y a des personnes où c'est compliqué de sentir à l'intérieur de son corps. Mais généralement, quand on est en digestion, on sent qu'il y a un travail qui est en cours. Notre énergie, elle est peut-être un petit peu plus faible. On sent que ça travaille dans le ventre. Et en fait, à partir du moment où on ressent un peu plus à nouveau de légèreté et on sent que le ventre il travaille un peu moins, bah là on peut se dire ok, la digestion elle est sûrement terminée quoi. Voilà. Ok. Quand on est en digestion, il y a une forme de lourdeur un petit peu qui s'installe aussi. Très légère, hein. Si on a vraiment une lourdeur et un coup de barre là, ça veut dire que il y a de l'indigestion qui est présente. Mais malgré tout, voilà, il y a un système qui est en train de se faire, de se mettre en place et ça se ressent quoi. Ok. Parce que oui, c'est vrai que souvent à la pause déjeuner, on est au travail, on a un gros coup de barre après le repas, donc ça c'est plutôt c'est assez courant, mais quand c'est à un niveau assez élevé, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que le repas qu'on a mangé n'était pas équilibré. Ouais, le coup de barre théoriquement on n'est pas censé l'avoir. C'est soit que le repas il a été trop riche, soit qu'on a mangé trop vite, ou bien que notre système digestif il a aussi besoin d'un petit reset quoi. Les épices, ça fait un peu partie de la base de l'Ayurveda, de mettre des plats, avoir des plats très savoureux, et donc certainement dans tes recettes dans le livre, tu dois en avoir beaucoup des idées à nous partager. Par rapport aux plats qu'on aime bien, il y en a certains, des plats ou des envies, tu vois, par exemple, il y a quelqu'un qui a plus envie de quelque chose qui est amer, ou alors acide, ou alors sucré. Est-ce que ça veut dire quelque chose sur nous? Ouais, ouais, c'est une question intéressante. En fait, alors, ça peut vouloir dire des choses différentes. Euh, ça peut, Ça peut nous signifier que on est dans un manque d'une saveur et que donc là c'est plutôt dans un état d'équilibre, on va dire, quand le corps il est vraiment à exprimer ses besoins et qu'on entend les besoins au niveau mental. Et que du coup là ça veut dire ok j'ai sûrement manqué de cette saveur un peu trop, donc mon corps le réclame. Ça peut vouloir dire aussi, hein, c'est peut-être en lien avec la saison. Si ça dure pendant qu'une saison, on peut se dire, ah bah tiens, je suis attirée par cette saveur pendant ce moment-là parce que c'est la saveur qui correspond pour réguler par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça peut venir tout simplement indiquer un besoin du corps pour amener ce qui est nécessaire et qui manque. Ça peut nous aider aussi dans un état d'équilibre à se dire, ok, bah, ça veut dire que potentiellement, ça me donne des infos sur ma constitution, sur ma nature profonde. Si je suis attirée par une saveur plus qu'une autre, ça peut exprimer aussi un peu mes sensibilités, ma nature profonde, mes goûts. Donc ça signifie quelque chose par rapport à qui je suis, d'un point de vue équilibré. Et ça peut vouloir dire aussi d'un point de vue déséquilibré, où c'est plutôt là, bah, en fait, continuer à entretenir nos déséquilibres et à écouter aussi peut-être
plus le mental que le corps, donc plus répondre aux désirs qu'aux besoins. Et du coup, d'aller plonger vers une saveur. Je pense beaucoup à la saveur acide, où en France, on aime beaucoup cette saveur-là. Et on va avoir tendance à presque s'en gaver, entre guillemets, parce qu'il y a ce désir, en fait, de se rassasier de cette saveur-là, mais qui n'est pas forcément bonne pour notre corps. Donc ça, voilà, il peut y avoir plein de grilles de lecture différentes, mais en tout cas, elles viennent toutes exprimer quelque chose. Donc ma prochaine question est de savoir comment on peut détecter si on est en équilibre ou déséquilibre alimentaire. Bah, c'est difficile. Ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on apprend majoritairement en Ayurveda et en accompagnement ayurvédique? C'est de revenir à cette écoute de notre corps physique. Euh, Principalement en France et on va dire dans la pensée occidentale, on a énormément dissocié notre corps physique de notre mental et c'est notre mental qui a pris le dessus et le corps physique, voilà, il suit, il n'a pas le choix que de suivre, quoi. En ayant cette pensée où le mental, il va prendre davantage le dessus, eh bien, on perd un peu l'intelligence naturelle de notre corps physique et de notre corps global, de savoir s'autoréguler tout seul. Notre corps, il sait très bien faire tout seul, et le mental, quand il vient s'ajouter à ça, il peut aller en fait perturber, brouiller un peu les pistes et se diriger davantage vers ce qui lui plaît et pas ce qu'il lui faut. Donc ça ne veut pas dire que le mental, c'est le méchant de l'histoire et tout, hein. C'est juste pour expliquer que en fait, on a un peu, avec cette dissociation, on a un peu perdu ce réflexe de savoir ce dont on a besoin. Et du coup, c'est pour ça que l'accompagnement ayurvédique, principalement, il permet de reconnecter la personne à cette intelligence naturelle du corps physique, de dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et de faire la part des choses entre le désir et le besoin. Ça s'apprend en accompagnement, à travers la compréhension de l'Ayurveda, de plein de principes différents de comment fonctionne l'alimentation ayurvédique, que le praticien, il explique à la personne les déséquilibres du moment, ce dont il a besoin. Et en fait, au fur et à mesure de l'accompagnement et des explications qui vont avec, la personne s'autonomise et développe à nouveau cette auto-observation, ce ressenti, et apprend à faire la part des choses entre le désir et le besoin. Et que c'est complètement OK d'écouter ses désirs de temps en temps, tant qu'on répond majoritairement à nos besoins. Enfin voilà, d'être actrice tout simplement de sa vie quotidienne et de pas être juste spectatrice ou passive. Et pour être actrice de sa vie, ça demande de s'y intéresser. Et que la vie, c'est pas uniquement ce qui est à l'extérieur, mais c'est aussi ce qui est à l'intérieur. Et évidemment, il y a plein d'autres outils que l'Ayurveda pour réapprendre à regarder l'intérieur, à s'y intéresser et à euh, comprendre à nouveau en fait comment tout ça fonctionne. C'est comme si on avait un peu perdu le mode d'emploi et qu'il fallait tout réapprendre. Et l'alimentation, bah, c'est quelque chose de quotidien qui revient régulièrement et qui est un indispensable à notre bonne santé, à notre vitalité, non seulement physique, mais aussi vraiment au niveau de l'esprit. Et du coup, c'est vraiment euh, d'aller développer cette curiosité, en fait, aussi autour de l'alimentation, qui est quelque chose de très basique, de très primaire. Et le primaire, parfois, bah, on se dit, ouais, c'est inintéressant, mais en fait, c'est important aussi. Merci de nous le rappeler. Je pense une petite piqûre de rappel de temps en temps, ça fait toujours du bien. Et puis, donc moi, je voulais te poser la question ensuite sur le feu digestif, qu'on appelle aussi l'agni. Donc, comment on peut prendre soin justement de ce feu digestif avec l'Ayurveda? Alors oui, le feu digestif Agni est très important. Juste une petite parenthèse, il y a plusieurs feux digestifs qui existent en Ayurveda.
Celui qu'on utilise le plus et qui est le plus connu, c'est le feu digestif qui concerne notre système digestif au niveau des organes. Et c'est celui dont je vais vous parler. Mais il y en a, voilà, il y en a plein d'autres dans le corps aussi. Pourquoi le feu digestif est aussi important et qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de lui? Eh bien, déjà, il est important donc, parce qu'il va digérer les aliments en nutriments et ensuite les redistribuer dans tous les tissus du corps. Donc, il a intérêt quand même à bien fonctionner pour que tout le reste suive et que notre corps il fonctionne correctement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin d'Agni? Bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant sur vérifier ses quantités, vérifier l'environnement en fait dans lequel on mange, vérifier de quoi est composée notre assiette. Donc préparer ses repas autant que possible plutôt que de manger des choses déjà faites ou enfin de restaurants, etc. De choisir du coup les aliments qui correspondent à nos déséquilibres. Les épices aussi, on en a parlé un petit peu, mais c'est très efficace pour Agni. Le feu digestif, il peut être dans différents états. Il peut avoir un état du coup d'équilibre où tout va bien et il faut juste l'entretenir pour le maintenir en forme. Il y a parfois où il va être en excès et du coup il va trop chauffer et donc il va un peu brûler de l'intérieur. Donc là, il faut le calmer et le rafraîchir. Donc éviter de lui apporter des choses trop piquantes, trop chauffantes, trop acides. Il y a des agnis qui vont être au contraire un peu trop mous et c'est plus des braises que des flammes. Bah là, dans ce cas-là, au contraire, on va attiser le feu. C'est comme prendre soin, enfin entretenir un feu de cheminée, hein. Donc, c'est vraiment ça. Donc on va utiliser un peu toutes ces techniques-là. Donc quand le feu il est trop faible, bah forcément on va lui apporter davantage de choses pour le stimuler. Donc là, davantage de chaleur, davantage d'épices bien chauffantes. Euh, donc voilà, ça dépend un peu aussi de l'état de notre acné pour savoir comment en prendre soin. Mais dans tous les cas, encore une fois, je reviens à cette règle finalement de base qui est écoutez-vous, écoutez votre corps et ça permettra de savoir un petit peu comment prendre soin, entre autres, de cette acné. Et par rapport aux épices, tu mentionnais que c'était une bonne chose pour les mettre dans notre plat. Est-ce que par exemple, tu peux nous dire laquelle, par exemple, curcuma, le curry, laquelle, je sais pas, est bonne pour telle et telle chose? Eh bien, elles ont toutes leurs propriétés, toutes leurs spécificités et leurs bienfaits. On va utiliser de préférence les épices complètes, donc plutôt les graines, et nous-mêmes faire nos propres mélanges, nos propres currys. Un curry, c'est un mélange d'épices. Il y en a plein de différents qui existent et c'est toujours mieux de les préparer soi-même quand on peut pour que ce soit encore plus frais. Il y a une différence complète de saveur et même d'odeur quand on moud nous-mêmes nos épices avec un mixeur blender basique ou avec un mortier. Et même une épice seule, sans mélange, de la mixer. Enfin, je sais pas, je pense au cumin. Le cumin moulu acheté déjà moulu et le cumin qu'on moud nous-mêmes, ça n'a rien à voir. Et après, il y a des épices qui vont être utilisées comme ce qu'on appelle des antidotes en Ayurveda. Donc, ils vont aller aider à digérer certains aliments en particulier qui sont très complexes à digérer. Je reste sur le cumin parce que c'est une épice vraiment qui est antidote pour pas mal de choses, dont les produits animaux, les protéines animales, donc viande principalement, les œufs aussi. Le fromage aussi, le cumin, ça peut aider à digérer. Toutes les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches et tout. Les choux, le cumin peut aider à digérer tous ces aliments-là. La cardamome, en France, on est pas mal buveurs de café. La cardamome, elle est hyper efficace pour réduire un peu l'acidité du café. Donc, on peut préparer le café avec un peu de cardamome dedans ou bien mettre un peu de cardamome dans la tasse de café.
Le curcuma, après, ouais, c'est super parce que c'est un peu chauffant, ça met des couleurs dans l'assiette, c'est plein d'antioxydants. Il y a le gingembre aussi qui est super parce que ça va être un bon stimulant et en même temps qui va pas être trop trop chauffant, comme par exemple le poivre, ça va être très différent. Et le gingembre, c'est super quand on a des lourdeurs, par exemple. Donc tout ce qui est lourdeur, quand vous avez du mal à redémarrer l'après-midi pour travailler, vous pouvez prendre une tisane de gingembre ou même mâcher un morceau de gingembre. Et c'est très bien pour les lendemains de soirée quand on a un peu trop bu. Voilà, enfin, chaque épice a ses bienfaits, donc on pourrait là en parler des heures, mais voilà en tout cas les principales. Et après, évidemment, hein, il y a toutes les épices, les aromates qu'on retrouve en France. Le thym, le romarin, la sarriette, l'estragon, enfin le persil, le basilic, toutes ces épices-là aussi, enfin voilà, ça reste des épices qui sont plus locales et qui ont une grande efficacité aussi, en plus de toutes les saveurs qu'elles nous apportent. L'autre question que j'aurais pour toi, ce serait en fait les doshas, parce que c'est un peu là aussi la base de l'ayurvédique. Il y a les vata, les pitta, les kapha. Est-ce que tu peux expliquer, même toi, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement? Et après, toi, pendant tes accompagnements, j'imagine que tu les utilises, mais après, peut-être, bien sûr, il y a d'autres paramètres que tu prends en compte. Et quels sont ces paramètres? Ouais. Alors les doshas, on peut traduire ça par unité fonctionnelle, intelligence fonctionnelle. En fait, ils regroupent les 5 éléments, donc la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Ces 5 éléments, ils créent la vie. Et donc, ils sont regroupés en ces 3 unités qu'on appelle des doshas. Et donc, on a Vata, Pitta et Kapha. Et donc, ils sont partout dans la vie. Donc, ils sont à la fois à l'intérieur de nous et ils sont aussi à l'extérieur. Donc, on va rester sur nous, parce que c'est là ce qui nous intéresse, entre autres pour l'alimentation. Donc, on a les 3 doshas en nous, parce que si on en manque un, bah, on ne peut pas vivre. Donc, pour expliquer un peu plus en détail les trois, donc on a Vata, qui est composé de l'air et de l'éther, ou de l'espace. Et sa fonction, c'est le mouvement. Donc, c'est grâce à Vata qu'on respire, par exemple, ou qu'on a les mouvements de pensée. Pitta, c'est le feu et l'eau. Sa fonction, c'est la transformation. Donc, c'est grâce à Pitta qu'on va digérer. On va digérer les aliments en nutriments, mais on va digérer les émotions. On va digérer les pensées en les analysant. Et Kapha, le dosha Kapha, il est composé de l'eau et de la terre. Et sa fonction, c'est la cohésion. Donc, c'est grâce à lui qu'on tient en un seul morceau, qui nous crée une unité. Et, euh, et donc, il est aussi indispensable parce qu'il crée la structure, en fait, Kapha. Donc, ce principe des doshas, c'est le principe le plus connu. Souvent, les gens qui viennent en consultation, ils disent, mais c'est quoi mon dosha? C'est quoi mon profil? Euh, alors, c'est important de s'intéresser au dosha. Mais voilà, merci de ta question parce qu'il n'y a pas que les doshas qui existent et ce ne sont pas les seuls intéressants dans l'histoire. Euh, Après, on va quand même regarder donc en consultation l'état des doshas et surtout l'état dysfonctionnant des doshas, donc pour savoir lesquels sont déséquilibrés. Euh, Moi, c'est mon avis. Après, chaque praticien va avoir des avis différents. C'est la manière dont j'ai appris l'Ayurveda. Pour moi, la constitution, donc le fameux profil ayurvédique, il est très, très difficile à reconnaître, à savoir. Et donc, voilà, moi, en consultation, je ne dis pas la constitution, le profil de la personne. Je peux émettre des hypothèses, mais je ne prétendrai jamais affirmer une constitution. Et j'aime bien dire aussi que c'est pas du tout le but de l'Ayurveda, parce qu'on chemine
vers l'apprentissage de notre nature profonde parce qu'on la révèle en travaillant sur le rééquilibrage des doshas en déséquilibre. Donc voilà, la réponse à c'est quoi mon dosha? Bah, on a les trois doshas. Et ça permet de répondre à la deuxième partie de la question, où on va utiliser donc voilà plein de principes différents. Moi, j'aime bien parler du principe des gunas, qui est le principe des qualités, qui vont nous permettre de définir, de caractériser les choses. Donc, entre autres, ça caractérise les doshas. Et ils ont on va dire qu'on va avoir peut-être un regard plus neutre avec les gunas qu'avec les doshas. Et ça va être un peu moins catégorisant, je pense. Enfin, en tout cas, c'est la manière dont je vois les choses. Et les gunas, voilà, ça détermine, ça définit quelque chose. On va dire que chez la personne, on ressent du chaud, du froid, du sec, de l'humide, du léger, du lourd, du subtil, du grossier, ce genre de choses. C'est toujours par paire d'opposition. Et c'est ça aussi qui va être une très très bonne boussole pour soi-même et pour les accompagnements. Voilà, après, il y a plein d'autres principes, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Voilà, le principe des gunas est, euh, est un principe, enfin, un outil vraiment riche, très riche. On va parler un petit peu plus de tes modes d'accompagnement. Donc, si tu veux nous partager un peu plus ce que tu proposes. Alors, les modes d'accompagnement, du coup, il y a les deux entrées, l'entrée nutrition ayurvédique et l'entrée massage. L'entrée nutrition, enfin, les deux vont ensemble, mais voilà, souvent les gens prennent une entrée plutôt qu'une autre. L'entrée nutrition, c'est une première séance qui va être un peu plus longue, ça dure généralement 1h30 pour faire vraiment un état des lieux et donner des premiers conseils. C'est généralement l'idéal quand on entreprend vraiment une démarche de nutrition ayurvédique et même de manière générale, même dans les massages, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. On est sur quelque chose de naturel, donc ça relève vraiment du moyen long terme. Et donc voilà, la nutrition ayurvédique, c'est toujours bien de faire un point tous les 2 3 mois. Par exemple, même aussi au changement de saison, enfin un petit peu avant la nouvelle saison qui arrive, pour bah, voir comment le corps évolue, pour voir quels sont les ajustements à faire, et puis aussi bah, quels sont les blocages. Et la deuxième entrée massage, bah là, c'est vraiment pareil, perçu sur du moyen long terme. Le massage, en tout cas moi, la manière dont je propose les massages, c'est vraiment quelque chose de très subtil, qui est un accompagnement aussi pareil, de rééquilibrage et de réconciliation avec soi-même sur une partie euh, très émotionnelle aussi. Et après, voilà, généralement les personnes commencent par un Abhyanga, donc le massage global à l'huile de sésame chaude du corps entier. Et ensuite, moi, je vais proposer des massages qui vont peut-être davantage leur correspondre ou des techniques localisées qui vont correspondre à leurs besoins. Et en nutrition ayurvédique aussi, je vais toujours recommander des massages qui leur correspondent et qui vont pouvoir compléter en fait l'accompagnement en alimentation. Faire comprendre aux personnes qu'on est là dans un cheminement personnel et qu'on n'est pas juste à attendre de recevoir un document à cocher. Voilà. Euh, et d'ailleurs, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vis en cabinet. La plupart des personnes viennent seulement pour une séance en nutrition ayurvédique. Et ensuite, soit je les revois pas, ou soit je les revois dans un an, etc. Et, euh, et en fait, parce que c'est difficile de faire comprendre aux personnes que, on est en mouvement permanent et que ce qui est proposé dans le bilan la première fois, c'est pas figé dans le temps et ça veut pas dire que c'est la feuille de route de toute ma vie. Et ça, je pense que c'est le plus gros challenge que je rencontre, de vraiment faire saisir en fait aux personnes
que on est là pour évoluer ensemble et que du coup ça demande de se rencontrer et d'accepter qu'on est tout le temps en mouvement et que du coup les conseils en alimentation ayurvédique ne vont jamais être tout à fait les mêmes. On est sur quelque chose de très, j'oserais dire, spirituel aussi dans la démarche et que du coup c'est un vrai engagement personnel. Je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Je pense que le principal a été évoqué. Après, si les personnes veulent aussi voir tes recettes, elles pourraient retrouver ton livre. Je pense qu'il doit être disponible. Oui, alors je me permets parce que c'est vrai que c'est le mot recette qui a été utilisé, mais il y a en fait assez peu de recettes de cuisine dans le livre. C'est beaucoup de recettes un peu remèdes. Le livre, donc effectivement, on peut le retrouver en librairie, en ligne, ou enfin voilà, on peut le commander si on ne trouve pas en librairie, le demander au libraire. Et il est structuré en trois parties. Il y a une partie d'introduction à l'Ayurveda qui revient sur l'anatomie selon l'Ayurveda, sur les principes des doshas, etc. Il y a une partie entièrement consacrée à la nutrition ayurvédique, avec voilà, un peu plus d'explications théoriques. Et il y a une troisième partie où là, il y a les remèdes, les recettes, qui relèvent un peu plus d'un voilà, d'un truc un petit peu symptomatique, où on va dire, tiens, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je peux faire à la mode ayurvédique pour m'aider? Et c'est là où on va retrouver des petites recettes et des remèdes. En revanche, voilà, pour les recettes de cuisine, sur mon Instagram, je mets pas mal de recettes. Et voilà, donc on peut retrouver aussi sur Insta quelques idées plutôt cuisine. Un grand Merci. merci à toi et à très vite. Oui, merci beaucoup, Marion. Je te remercie pour l'écoute de ce 6e épisode qui parle donc de l'équilibre alimentaire à travers l'Ayurveda. Si cette thématique t'a intéressé, bien sûr, tu peux continuer à creuser un peu plus et aussi prendre rendez-vous avec Perrine Moret qui est spécialiste dans ce domaine. Donc je vais mettre toutes ces informations au niveau de son site et aussi Instagram dans la description du podcast comme d'habitude. Et aussi, bien sûr, je t'incite à continuer à suivre Namaka Appelé, que ce soit sur Instagram ou t'inscrire à la newsletter. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis à très vite.